Monsieur le ministre, un spectre hante cette Assemblée, du moins je l'espère. Celui de l'effondrement écologique, celui d'un désastre non réversible. Mon premier engagement à moi, il est plutôt tourné vers l'exigence d'égalité. Et ce que j'explique toujours, c'est qu'en matière sociale, il y a des cycles. Là, on est dans un cycle qui est mauvais depuis 30 ans, mais on peut espérer que ça va remonter, que ça va repartir, ainsi de suite. En matière écologique, ce qui est détruit ne sera pas reconstruit. Il n'y a pas d'inversion possible. Les glaciers fondus ne seront plus gelés, les forêts d'Amazonie ne seront plus remplacées. Il n'y a pas de marche arrière. Sur la route des vacances, j'avais emprunté des livres audio pour passer à mes mômes à l'arrière, pour que ça fasse un peu moins les fauves sur la route de l'Ardèche. Et j'avais entre autres emprunté un conte du romancier israélien Amos Oz. Le résumé en est simple, c'est que les animaux ont déserté un village. Il n'y a plus un animal dans le village. On n'y voyait plus le moindre petit chardonneret, il n'y avait aucun poisson dans le torrent. Voilà des lustres qu'on y avait vu des insectes ou des reptiles, pas même des abeilles, des moustiques ou des mites. Un étrange silence y régnait en permanence. Les oies sauvages ne sillonnaient pas le ciel vide. Et évidemment, avec mes enfants assis à l'arrière, qui écoutaient ce récit, je songeais, est-ce qu'ils verront encore des abeilles, des chardonnerets, des oies sauvages, et les enfants de mes enfants? Parce que j'avais en tête, en partant comme ça en vacances, j'avais en tête deux chiffres qui ont résonné très fort ce printemps. Le premier, c'est qu'on a perdu un tiers d'oiseaux en moins dans nos campagnes en 30 ans. Et je pense que ce chiffre vaut réquisitoire. Et le deuxième chiffre vaut condamnation. 80% d'insectes volants en moins, toujours en 30 ans. 30 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. C'est à peine une génération. C'est la vôtre, c'est la mienne, qui auront détruit ça par notre consommation, par notre production. À l'intérieur de ce texte de Amos Oz, il y a des marginaux. Et il y a Manuela, l'institutrice, qui essaye de maintenir le souvenir des animaux. Elle fait des dessins, elle fait faire des dessins aux enfants qu'elle accroche sur les murs de l'école pour qu'ils se souviennent à quoi ressemblaient les animaux. Elle fait imiter les cris des animaux. Et puis il y a Almond le pêcheur qui, lui, offre des statuettes d'écureuils, de grues, pour que les enfants sachent encore à quoi ressemble un papillon, un poisson ou un poussin. Mais les autres adultes, eux, ils préfèrent se taire. Ils préfèrent effacer leurs crimes, l'oublier. Et un soir, il y a un des enfants, Mati, qui prend son courage à deux mains et qui demande à son père pourquoi les animaux ont disparu de ce village. Son père prend le temps de le répondre, il se lève de son tabouret, il fait les 100 pas dans la pièce, il hésite et puis il lui dit « Alors voilà, Mati, il s'est passé certaines choses ici, des choses dont il n'y a pas de quoi être fier, mais nous ne sommes pas tous responsables, pas au même degré en tout cas. Et puis qui es-tu pour nous juger? Tu es trop jeune, de quel droit nous blâmerais-tu? Tu ne peux pas condamner les adultes. D'ailleurs, qui t'a parlé des animaux? On a oublié, un point c'est tout, on n'y pense plus, personne n'a envie de se rappeler. Maintenant, descends me chercher les pommes de terre à la cave et arrête de parler pour ne rien dire. Écoute, Mati, on va faire comme si nous n'avions jamais eu cette conversation, comme si on n'en avait jamais parlé. » Évidemment, toujours avec mes enfants sur la banquette arrière, qui écoutaient ce récit, je me suis demandé si à notre tour, bientôt, nous devrions fuir cette question. Est-ce que nous serons nous aussi submergés par la honte, par la culpabilité de n'avoir rien fait? Et je pense que vous pourriez, vous, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés de la majorité, vous pourriez être, oui, submergés par la honte. Car vous savez, vous avez les chiffres, toutes les statistiques, toutes les données de la catastrophe en cours. Moins 30% d'oiseaux en 30 ans, vous savez. Moins 80% d'insectes volants, vous le savez. Et sous terre, les lombrics divisés par 10, vous le savez. La terre tout court, l'équivalent des départements artificialisés tous les 10 ans, vous le savez. Ceux qui la cultivent, cette terre, la moitié des agriculteurs disparus en 20 ans, vous le savez. Et cette destruction sournoise, invisible et pourtant si rapide, de tout ce qui vit dans les airs, sur terre, sous terre ou de la terre, vous en êtes les complices. Vous en êtes les complices par votre passivité. Vous êtes les complices par la médiocrité de votre projet en ce moment clé dans l'histoire de l'humanité. Bruno Dufayet de la Fédération nationale bovine est venu ici pour réclamer, je vous le rappelle, un nouveau contrat social entre les agriculteurs et la société. Qu'attendons de nous, il nous demandait. Vous voulez la compétition, le modèle néo-zélandais? On le fera. Une agriculture familiale de proximité qui intègre le bien-être minimal? On le fera. Vous voulez tout à la fois? C'est aux Français et à vous, les politiques, de fixer un cap. Mais de cap, on le cherche toujours, on n'en trouve pas. Quelle agriculture voulez-vous? Je pense que vous êtes infoutus de nous le dire.
depuis un an que je vous écoute, je n'ai toujours pas compris quel était le cap qu'on se fixait, quel était le cap qu'on fixait à nos agriculteurs. Et dans ce projet de loi, il n'y a rien ou presque. Ce sont des mesures médiocres, rabougries, des trucs technicistes. En tout cas, pas à la hauteur de la catastrophe en cours, pas à la hauteur du désastre social, pas à la hauteur de la grand-messe des États généraux de l'alimentation, des 14 ateliers, des milliers d'heures de réunions. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de direction. On y trouve, au mieux, de bonnes intentions. La montée en gamme de l'agriculture française est aussitôt minée par un en même temps, par des accords avec le Canada, le Mercosur, le Mexique, la Chine, le GEFTA, comme s'il fallait que l'agriculture française soit ouverte au grand vent en permanence de la mondialisation, qu'on prenne des vaches à droite pour les faire passer dans un autre coin du globe, et ce que Dominique Potier appelle à juste titre une mondialisation Shadok, qui paraît complètement absurde et que néanmoins vous poursuivez. De ce que je dis, vous ne découvrez rien. Je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est peut-être la 7e, 8e, 9e, 10e fois qu'on joue le même scénario. Je radote aujourd'hui et vous m'écoutez poliment, plus ou moins poliment, mais bon. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Parce qu'un autre spectre entre cette assemblée, celui de Nicolas Hulot. Il n'est pas parmi nous. Il ne l'a jamais été dans ces débats et je l'ai toujours regretté. Son successeur n'est pas plus présent. Et c'est tout un symbole que cette absence. Et pourtant, son fantôme rôde, il est derrière vous. Il nous observe, il nous écoute, il nous juge. Vous savez, il y a un mot que j'aime bien, c'est le scrupule. Scrupulum en latin, c'est le petit caillou qu'on a dans la chaussure. Eh bien, je pense que Nicolas Hulot est aujourd'hui un gros caillou dans notre conscience, et je pense dans la vôtre, sur le contenu de ce projet de loi. Et que ça fait un peu du banc des ministres aujourd'hui, un banc des accusés. À la radio, Nicolas Hulot s'exprimait ainsi. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Et il poursuit, je ne suis pas parvenu à créer une complicité avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. Je ne peux pas passer mon temps à me confronter avec Stéphane Travert, c'est le modèle dominant qui est la cause du désastre. Je voudrais rebondir sur ça, sur cette opportunité absolument exceptionnelle. Je crois en effet que c'est une occasion manquée, une occasion gâchée, alors que, et c'est tout le paradoxe, c'est vous, Monsieur le ministre, c'est le Président de la République qui aviez ouvert cette opportunité, qui aviez donné cette occasion. Et elle n'est pas saisie. Elle est laissée là complètement en plan. Pourquoi? Parce que par l'obligation qui a été faite aux industriels, aux distributeurs d'entrer dans ces états généraux de l'alimentation, ils y avaient mené des concessions. Qu'on se souvienne par exemple des propos de Serge Papin, qui était alors le PDG de Système U, qui animait l'atelier des États généraux consacré au prix et qui réclamait devant notre commission, je le cite, « Si on veut sauver l'agriculture française, l'amener vers plus du qualitatif, il faudrait des prix minimum garantis. On a besoin dans ce pays de régulation et ça fait environ 30 ans que l'agriculture est la variable d'ajustement de la guerre des prix. » Mais de la même manière, Dominique Voynet, qui animait un autre atelier, venait nous dire qu'elle aussi avait le sentiment qu'on avait manqué une occasion parce que les industriels, ils étaient prêts à lâcher beaucoup. Dans le projet de loi, il n'y a rien, elle disait. C'est un peu décevant. Pourquoi c'est un peu décevant? Parce que les participants, industriels, transformateurs, distributeurs, qui n'étaient pas des poulets de l'année, s'attendaient à ce qu'on leur impose des choses. Ils ont négocié des compromis. Ils ont avancé parce qu'ils pensaient être battus bien plus durement. Et à l'arrivée, il n'y a rien. Alors forcément, ils respirent, ils rigolent. Mais surtout, moi, lors de toutes ces discussions, c'est chez les agriculteurs que j'ai senti qu'un espace s'était ouvert, qu'il y avait la possibilité d'aller vers une transformation, vers une autre ambition. Lors de mes rencontres, j'ai toujours entendu un doute habité à la fois par l'urgence écologique, le sentiment que le lien avec le reste de la société se délitait, qu'il fallait reconstruire ce lien et que ça passait par des mesures en matière écologique, et aussi parce que, sur le plan économique, ils ne sont plus sûrs de survivre grâce à ce modèle économique. Et ça, je les ai entendus s'interroger sur le sens de leur métier, sur comment survivre, sur les liens avec la société, sur des discussions extrêmement riches. Par exemple, à Ernie, un Jean-Luc, c'est pas le mien, c'est pas mon président de groupe, mais qui me disait
Au début, on nous dit qu'on est là, alors ça va faire un peu bon chrétien de dire ça, mais qu'on est là pour nourrir le monde. On bosse pour nourrir les gens, quoi. Et puis avec les aides, finalement, on est tellement humilié. Sans les aides, on n'arrive pas à survivre. C'est affreux, on est dépossédé. Enfin, je ne sais pas, vous aussi vous sentez ça, que les aides, c'est une humiliation, non? Et oui, et contre ça, il faut des prix planchers, il faut des prix garantis. Mais le président de la MSA s'interrogeait lui aussi, il disait, il y a une interrogation dans les campagnes sur le sens de notre métier. On est là pour faire quoi? Beaucoup de mes collègues me demandent, est-ce qu'on a vraiment besoin de nous? Est-ce qu'on sert vraiment à nourrir la population? Et ce doute, je pense, mine le monde agricole encore plus sûrement que la pauvreté. Et à ces hommes et à ces femmes un peu perdus, vous aviez la possibilité de fixer un cap. Le fruit était mûr pour un autre discours, un discours plus fort. Alors, je ne vous demandais pas la liste des 117 mesures pour sortir tout de suite maintenant du glyphosate, des pesticides et aller vers l'agroécologie, mais un discours qui fixe un cap, qui fixe une direction pour les années à venir. Un discours qui viendrait nous dire renonçons à la compétition, préférons la protection, abandonnons les cours mondialisés, choisissons des prix régulés pour bâtir un contrat social clair avec une agriculture qui assure d'abord notre autosuffisance, le souci de sauvegarder l'environnement, d'être attentif au bien-être animal, d'offrir une alimentation saine et de faire vivre dignement les producteurs. À la radio, toujours, Nicolas Hulot disait, il commençait ainsi son intervention, « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. » Moi, je comprends très bien, nous comprenons. Nous comprenons qu'il y a une présidence de la République, un gouvernement, des ministères, oui, je le dis, entre les mains de l'oligarchie. Et que fixer le cap sur l'agroécologie, ça va contre les maîtres de l'agro-industrie, contre les maîtres de supermarchés, contre les maîtres de la chimie surtout. Ça va contre les bailleurs, ça va contre les Monsanto, ça va contre les BASF, à qui, ici même, dans cet hémicycle, vous avez offert le secret des affaires. Ça va toucher à leurs profits. Mais au-delà, pourquoi cette indifférence? Une indifférence qui dépasse bien sûr le gouvernement et qui s'ancre dans la société. Il y a ce propos du psychiatre François Tosquelles que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Les hommes, les femmes et les enfants cherchent à tout prix une certaine sécurité, même au prix de la méconnaissance, même au prix du déni de ce qu'ils savent très bien. On n'est plus tranquille quand on ne sait pas. Il évoquait là, je crois, en psychiatre, il évoquait la mort, mais on pourrait dire pareil de l'écologie, comme si elle contenait notre mort à tous, comme si on préférait ne pas savoir, même si on sait. Et enfin, comme autre cause d'évitement comme autre cause de cette indifférence, il y a le vaste sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut, nous, petits hommes? Qu'est-ce qu'on y peut, nous, petits députés? Qu'est-ce qu'on y peut, nous, aussi, peut-être, petits ministres? Qu'est-ce qu'on peut, face à l'ampleur de la question écologique? On voit très bien que c'est une transformation massive qui serait nécessaire. Et par où commencer? Par où commencer quand ça concerne évidemment l'agriculture, mais aussi les transports, l'énergie, l'industrie? C'est une tâche qui apparaît complètement prométhéenne devant nous. Et je crois que le rôle du politique, c'est d'être là pour affirmer qu'on peut, pour soulever les montagnes de découragement en nous et aussi dans la société. On peut encore, on peut aujourd'hui, on peut pour demain. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Ruffin. Donc malheureusement, je crois que nous n'aurons pas le temps d'entendre le président Chassaigne et que nous devrons attendre la prochaine séance, qui sera demain à 9h30 pour la suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif au secteur agricole et alimentaire. Je vous remercie. La séance est levée.